à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Lucie Kabira et ingénieur Régis Donguemelo sont de l'autre côté de la cabine technique. Bonsoir amis fidèles de la RPA. Bienvenue au magazine Humura Burundi de ce samedi 19 septembre 2020. Donc voici les principales articulations. Les Tutsis de la commune Burambi, dans le collimateur du pouvoir CNDD-FDD, les habitants de la place alertent sur un probable plan visant à les exterminer. Et le procureur général de la République a requis la condamnation à perpétuité pour les 20 accusés dans l'affaire de l'assassinat du président Melchior Ndadaye. Ce sont du moins les conclusions de l'audience publique de ce vendredi, une audience au cours de laquelle seulement 5 des accusés étaient présents. Et comme tous les samedis, la deuxième partie de ce magazine est consacrée à la rubrique Au cœur de la société. Et aujourd'hui, l'on vous parlera de l'institution des Bashinganae en passe d'être réhabilitée, et du moins selon les dires et les promesses du président actuel burundais. Voilà pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Débutons ce magazine par cette page sécuritaire où des Imbonerakure et certains agents des forces de l'ordre sont accusés de préparer des fausses accusations afin de s'en prendre aux individus de l'ethnie Tutsi, taxés d'opposants du parti CNDD-FDD en commune Burambi. Les habitants de Burambi disent être très inquiets car ils craignent pour la vie de toutes ces personnes illégalement arrêtées. Le point avec Eloge Divin Remesh. Selon les habitants de la zone Maramvia, commune Burambi de la province de Rumonge, les Imbonerakure et les agents de la documentation s'emploient à orchestrer des montages visant à arrêter et accuser toute personne soupçonnée d'être un opposant. Les mêmes informations font savoir que les personnes arrêtées sont accusées de collaborer avec le mouvement rebelle Red Tabara. Ces habitants parlent même d'un registre préparé par des Imbonerakure pour y écrire des noms des personnes à arrêter. Ce registre, révèle toujours nos sources, est tenu par des Imbonerakure de la place, lesquels y inscrivent les noms de ceux qu'ils veulent écarter en les faisant passer pour des personnes ayant subventionné les combattants du Red Tabara. Des habitants disent qu'ils tirent ces informations des Imbonerakure qui leur ont livré ce secret. Il y a des Imbonerakure qui ne souhaitent pas que le pire arrive. Ce sont eux qui sont venus nous parler de ces montages. Ils nous ont dit que le contenu de ces registres a été rédigé par des Imbonerakure afin de criminaliser des innocents, qu'ils arrêtent ces manigances qui visent à arrêter des gens sous prétexte qu'ils collaborent avec des rebelles, alors que ce sont ces Imbonerakure qui remplissent ces registres. Les habitants de cette localité accusent ces Imbonerakure de vouloir ethniciser la situation actuelle. Ce qui illustre cela, ce sont leurs propos. Ils disent que seuls les Tutsis ont fui le pays et que ce sont eux qui attaquent le Burundi. C'est comme ça qu'ils expliquent ces arrestations qui ciblent majoritairement les Tutsis. Pire encore, poursuit notre source, se basant sur certains faits et agissements, les habitants de Burambi craignent que les personnes arrêtées ne soient par après mises à mort. Ici, ils donnent l'exemple d'un véhicule de la documentation de Burambi qui fait souvent des déplacements vers les cimetières se trouvant derrière l'école fondamentale de Kiganza et dans la localité de Marirangenge. Ce véhicule de la documentation nous fait peur et nous pensons qu'il passe par là pour enterrer des individus déjà exécutés par des agents de la documentation. Le fait qu'on ne retrouve pas dans les cachots ceux qui ont été arrêtés quand on va leur rendre visite accentue nos craintes. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre les autorités administratives de Burambi ainsi que le responsable de la documentation dans cette commune.
Éloge divin Remesha de Rumongue cap sur Bururi, où un habitant de la colline Moubira, commune Mugamba, a été sorti du cachot de la dite commune pour être transféré dans les cachots du service national des renseignements à Bujumbura. Sa famille s'inquiète pour la vie du leur, d'autant plus que le motif de son arrestation ne lui a été signifié. Les détails avec Clovis Nyonzima. Edouard Hakizimana est natif de la colline Moubira, zone Nyagasasa, commune Mugamba, en province Bururi. Sorti de prison ce vendredi, Edouard a ensuite été transféré dans les cachots du service des renseignements à Bujumbura. Une source de la RPA en zone Nyagasasa indique qu'Edouard Hakizimana avait été arrêté à son domicile le 11 septembre dernier après une fouille-perquisition qui venait d'y être opérée. Ces mêmes informations révèlent que, même si rien n'a été saisi chez lui, les policiers l'ont embarqué pour les allégations de collaborer avec les groupes rebelles. Une accusation que la famille rejette, tout en indiquant qu'il est plutôt victime d'être un ex-FAB. Pour le moment, sa famille s'inquiète. Elle pense que le leur serait en train d'être torturé. Merci à toi Clovis Nyonzima. Je vous le disais en titre, mise en délibéré ce vendredi du procès des accusés dans l'affaire de l'assassinat du président Melchior Ndadaye. Parmi les 20 présumés, 5 seulement, dont 4 prévenus détenus et un prévenu libre, se sont présentés à la barre dans l'audience publique qui a duré 3 jours depuis ce mercredi. Les 15 autres prévenus sont à l'extérieur du pays et la Cour suprême leur a refusé le droit d'être représentés par leurs avocats. Après l'audience publique, le procureur général de la République a requis la prison à perpétuité pour tous les accusés et la Cour suprême se prononcera en déant 30 jours comme prévu par le code de procédure en vigueur au Burundi. Les accusés sont tous d'anciennes autorités militaires et politiques du régime Pierre Buyoya, à commencer par lui-même. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwachu, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Harerimana, en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste. Parlons à présent diplomatie où le président de la République du Burundi a effectué sa première visite ce samedi. C'était dans la ville de Kigoma située au nord-ouest de la Tanzanie. Dans son discours, le président Evariste Ndayishimiye a insisté sur la contribution de la Tanzanie sur le développement économique du Burundi. C'est un reportage signé Walter Kwizera. Au cours d'une visite que le numéro 1 burundais a effectuée dans la province tanzanienne de Kigoma, il s'est félicité que les Tanzaniens ne voient plus en les Burundais uniquement des réfugiés qui viennent leur créer des problèmes, comme ce fut le cas les années antérieures. Dans son discours de circonstance, Evariste Ndayishimiye a rappelé les bonnes relations qui ont toujours existé entre les deux pays, raison pour laquelle il est venu demander conseil aux autorités tanzaniennes. Excellence, Monsieur le Président tanzanien, si je suis ici, c'est parce que je te considère comme un parent pour moi. Je suis ici pour que tu m'apprennes comment m'y prendre afin que je sache comment gérer les affaires politiques. Dans toutes les épreuves que le Burundi a traversées, la Tanzanie a toujours été là pour nous soutenir et nous épauler. Comme vous le savez, le Burundi n'a pas accès au port de Dar es Salaam, mais vous nous avez autorisé à utiliser votre port. Et ça, c'est de l'amour dont vous nous avez témoigné. De notre part, nous allons faire bon escient de cette facilité. Devant un public de Tanzaniens, Evariste Ndayishimiye a fait savoir que les conflits d'ordre ethnique sont révolus, raison pour laquelle le Burundi a actuellement recouvré la paix. Je voulais vous informer que désormais au Burundi, la paix règne partout et que la sécurité est garantie, contrairement aux années passées. Tous les Burundais sont unis plus que jamais grâce au dialogue interne. C'est à ce moment-là que nous avons compris que, à part les idéologies racistes nous inculquées par les colonisateurs, les ethnies n'existent pas au Burundi. La seule ethnie qui est au Burundi est celle des Barundi qui parlent une même langue, le Kirundi, et qui vivent sur un même territoire.
Lors de cette visite, le président burundais Evariste Ndayishimiye a indiqué que les raisons de son déplacement vers son homologue tanzanien, le docteur Pombe Magufuli, sont multiples et qu'il compte en débattre en tête-à-tête. Walter Kwizirahi dans la série de reportages sur les réalisations du gouvernement Ndayishimiye à quelques jours seulement de ses premiers 100 jours en tant que président de la République. Aujourd'hui, nous vous parlerons du secteur de l'éducation, un secteur gangréné par plusieurs problèmes, alors qu'il fait partie des secteurs clés du développement du pays. Emmanuel Niyongeko. Le 4 septembre dernier, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi qui autorise à titre dérogatoire le redoublement en classe de 9e des candidats qui n'ont pas réussi au concours national édition 2019-2020. La raison qui a été avancée par le ministre en charge de l'éducation est que la plupart des centres d'enseignement des métiers et de formation professionnelle dans lesquels ces élèves devraient s'inscrire ne sont pas bien fonctionnels. Une mesure qui a été bien accueillie par les parents et par les élèves eux-mêmes. En date du 10 septembre, l'Assemblée nationale a analysé et adopté un projet de loi portant réorganisation de l'enseignement supérieur. L'objectif étant d'harmoniser l'enseignement supérieur burundais à ceux de la communauté de l'Afrique de l'Est qui utilise le système BMD et de répondre aux exigences actuelles du marché de l'emploi dans la sous-région, a expliqué le ministre de l'Éducation Gaspard Banyankimbona. Même si certaines mesures qualifiées de salutaires ont été prises, le secteur de l'éducation reste miné par des problèmes de différentes sortes. Ces problèmes ont été d'ailleurs évoqués depuis plusieurs années sous le régime de feu président Nkurunziza. Chose à constater, c'est que le régime s'est seulement contenté de construire des écoles, des activités qui n'ont pas du tout mis fin au problème de manque de salles de classe dans le pays. En ce qui est de l'enseignement fondamental et post-fondamental, on pourrait citer le problème de manuel scolaire pour les enseignants comme pour les élèves. À cela s'ajoute aussi le nombre des élèves dans les classes qui se retrouvent à plus de 100 dans certaines classes. Des problèmes soulevés depuis le lancement du nouveau système et qui se remarquent même aujourd'hui, ce qui ne permet pas aux enseignants de bien exercer leur métier et de bien suivre les élèves. Durant ces 3 premiers mois du pouvoir, le régime Ndayishimiye n'a pas encore pris de mesures ou projets remarquables afin de résoudre ces problèmes, de même que pour les problèmes de moyens financiers constatés dans les écoles à régime d'internat et qui reçoivent difficilement ces dernières années les frais de subside des élèves. À côté du problème de manque de manuels scolaires et de salles de classe, même parmi les enseignants disponibles, certains n'ont pas la capacité requise, situation qui serait à l'origine du recrutement des enseignants dernièrement lancé par le régime actuel. Toutefois, sur un besoin de 9000 enseignants, seuls 1000 ont été recrutés. En général, le régime Ndayishimiye n'a pas jusque-là franchi un pas considérable dans la résolution des problèmes dans ce secteur de l'éducation. Emmanuel Niyongeko, en page gouvernance, le directeur de l'hôpital de Fota vient de supprimer les primes mensuellement octroyées au personnel du dit hôpital, et ce sans aucun motif valable. La situation se présente ainsi au moment où le personnel de cet hôpital réclame leur gratification du mois d'août. Les détails avec Vicky Chris Nineritz. Ce sont tous les employés de l'hôpital de Fota qui plaident pour leurs primes de fin de mois. Ces employés ne comprennent pas pourquoi il y a un tel retard. Nous sommes étonnés du comportement du directeur responsable de l'hôpital de Fota sur notre prime mensuelle appelée PBF, qu'il nous donne notre argent du mois d'août, car dans d'autres hôpitaux, les employés perçoivent régulièrement cette prime. Nous pensons qu'ils veulent voler notre argent. Dans une réunion tenue ce vendredi, Ezekiel Nzouonsaba, responsable de l'hôpital de Fota, a signifié au chef de service que la prime mensuelle a été suspendue par le ministre de la Santé. C'est étonnant que cette suspension s'observe dans un seul hôpital, selon cet employé. Le responsable de l'hôpital nous a dit que le ministre a ordonné de suspendre cette prime. Là, nous ne sommes pas d'accord car il n'y a pas une ordonnance écrite qui est sortie parlant de cette suspension. Si décision il y avait, ça ne pourrait pas être appliqué pour nous uniquement, mais pour tous les hôpitaux. Selon toujours notre source, le responsable de l'hôpital de Fota a expliqué aux participants à la réunion que cet argent qu'il percevait comme prime allait être utilisé dans le projet du gouvernement pour la construction des hôpitaux dans les communes. Nous avons essayé de contacter Ezekiel Nzouonsaba, responsable de l'hôpital Fota, mais son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Nous avons également tenté de joindre Tade Ndikumana, ministre de la Santé publique, mais il n'a pas non plus décroché son portable.
Merci à toi Vicky Chris Ninhelete. Toujours en page gouvernance, la décision prise par l'Assemblée nationale d'amender le nouveau code du travail est déplorable. Réaction de Jeanne Zanignana, secrétaire exécutive du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi, qui explique que l'article contenu dans ce code stipulant qu'une femme fonctionnaire qui sollicitera un congé de maternité sera privée de la moitié de son salaire va à l'encontre de la Constitution du Burundi. Et Jeanne Zanignana de rappeler que toutes les personnes s'égalent aux yeux de la loi. Suivez Jeanne Zanignana, secrétaire exécutive du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi. C'est vraiment quelque chose de regrettable de savoir que l'Assemblée nationale burundaise a voté la loi qui donne uniquement la moitié du salaire à la femme qui prend sa congé de maternité dans l'actuel Code du travail. La première raison, c'est que cette loi est contraire à l'article 13 de la Constitution du Burundi qui stipule que tous les Burundais sont égaux en mérite et en dignité. Lorsque une loi est votée, il est important de savoir que la loi est applicable à tous et vient le plus souvent répondre à un problème qui est d'ordre général. Il est donc inadmissible d'entendre qu'elle sera uniquement applicable pour des femmes qui travaillent uniquement dans le secteur privé et non pas dans le secteur public. Il est aussi important de savoir que la période de 3 mois de congé est réglementée par le même code du travail à la politique nationale de protection de la santé mère et enfant. Cette règle alors vient remettre en question cette protection dans ce sens que les femmes seront obligées, certaines, de réduire cette période de congé maternité et pour d'autres ne vont carrément pas se permettre de prendre ce congé vu le contexte de pauvreté dans lequel est plongé notre pays. Enfin, je voudrais rappeler que dans certains pays qui prennent ce genre de mesures, elles sont le plus souvent accompagnées par d'autres mesures et en l'occurrence, l'État octroie l'autre moitié du salaire à la femme qui accouche pour lui permettre de pouvoir accoucher sans problème financier. Page société à présent, Lydia Habiyambele, c'est l'une des femmes qui ont décidé de faire du commerce de tomates pour survivre des réfugiés de Nakivale en Ouganda. Cette réfugiée burundaise s'est entretenue avec notre confrère Émile Nibasumba. Lydia Habiyambere a démarré son commerce de tomates il y a plus de 6 mois. Cette Burundaise réfugiée à Nakivale indique qu'elle a un capital de 20 000 shillings ougandais. Ici, elle dit qu'elle vend par jour des tomates de 5 à 10 000 shillings, mais que parfois, elle rentre bredouille. Selon elle, cet argent est utilisé pour la ration alimentaire, l'achat du charbon et d'autres besoins. Le problème, c'est que son capital, cette réfugiée de Nakivale, demande à certaines organisations de l'assister pour croître son capital. Merci à toi, Émile Nibasumba. Place maintenant à la deuxième partie de ce magazine qui nous parle de la rubrique au cœur de la société. Et aujourd'hui, nous parlons de l'institution de Bashinganahe, une institution que le nouveau président de la République a promis de réhabiliter. Vous serez avec Thierry Bigrindavi. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijuya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. L'institution de la Bashinganahe existe au Burundi depuis la nuit des temps. À l'époque de la monarchie, cette institution servait d'interférence entre les citoyens et ses dirigeants. Même si la Belgique a créé les cours et tribunaux à l'époque coloniale, les instances de réconciliation au niveau collinaire, Inayo Kumugina, ont gardé leur rôle dans la société. Suite aux réformes du parti CNDD-FDD au pouvoir, dans le secteur de la justice, survenu dans son premier mandat, de 2005 à 2010, la juridiction collinaire de Bashinganahe a été cependant exclue du système judiciaire. Son même parti semble pourtant avoir changé d'avis. Le nouveau président a promis de réhabiliter l'institution de Bashinganahe. Comment peut être organisée cette institution pour qu'elle puisse garantir l'intérêt du pays et du peuple? Nous avons invité des sages notables dans son mini-magazine au cœur de la société de ce 19 septembre 2020. À la présentation, c'est Thierry Bigrindavi. Soyez des nôtres.
Le président Evariste Ndayishimiye, dans sa campagne électorale, a promis qu'une fois élu président de la République, les instances de juridiction collinaire seront réhabilitées. Nous avons comme objectif de consolider la justice crédible et une justice qui réconcilie tous. Nous allons aussi promouvoir la juridiction de base. Nous souhaiterions même que les tribunaux de résidence doivent consolider la juridiction de base dans le cadre de rendre une justice citoyenne. La juridiction de base, c'est elle le vrai témoin oculaire pour les conflits familiaux. Le président de la République a réitéré cette promesse le jour de son investiture, le 18 juin cette année. Quel était le mode de fonctionnement de ces juridictions collinaires? Emile Nibasumba de la radio RPA s'est entretenu avec l'un des ténors de l'institution de Bashinganae Zenoni Chayenzi. Il lui a demandé d'abord les valeurs qu'incarnait le notable Mushinganae. Il faut l'intelligence, la connaissance du droit, des sciences, l'histoire du Burundi, une connaissance approfondie, bien assimilée et une mémoire sans pareil. Parce que à l'époque, on n'écrivait pas, on ne prenait pas note. Il fallait que chaque mot soit irréprochable dans le discours du Mushinganae. Une expérience de longue durée pour en arriver à faire la synthèse de toutes les questions posées, avec chaque fois les motivations et chaque fois correctement. Mais pour en arriver là, il fallait du temps pour être un homme mûr. Il fallait avoir passé par plusieurs stades. Le futur Mushinganae doit savoir qu'il est sous l'œil vigilant de chaque membre de la communauté. Pas seulement de sa famille, son père, sa mère, son cousin, son arrière. Non, là, il est là pour la communauté et pour la famille, oui, bien sûr, pour tout le monde, et tout le monde le tient à l'œil. Si quelqu'un dans l'assistance se levait pour dire « Moi, je m'oppose à ce que tel soit investi », eh bien, il n'était pas investi. Mais il fallait aussi se conduire en conséquence. Il ne suffit pas d'être intelligent. Il y a des intelligents complètement immoraux, asociaux, complètement délinquants, avec une intelligence et une mémoire d'éléphant. Eh bien, il fallait avoir et le savoir-être, et le savoir-faire. Et le Mushinganae était chargé dans ce dispositif par Imana, donc Dieu, de remettre chaque chose, chaque personne, chaque élément de la société à sa place. L'ancien ministre de la Justice, Didas Kiganae, affirme que ces instances de juridiction collinaire réussissent des règlements pacifiques des litiges mieux que les cours et tribunaux. L'institution des Bashinganae, à travers l'Intayo Kumugina, a donc servi à la régulation des conflits dans la société traditionnelle partout où ils surgissaient. Parce que d'abord, c'est un cadre qui permet d'obtenir la justice sans débourser beaucoup de frais. Et c'est une justice qui n'est donc pas réservée aux plus riches. L'accès à la justice devient plus démocratique avec l'Institut Intayo Kumugina. Il y a des procès qui étaient clôturés dans les juridictions collinaires sans toutefois que les parties en conflit saisissent les juridictions ordinaires. L'handicap de ces juridictions collinaires était l'absence d'une loi qui les régisse. Pour Didas Kiganae, mettre en place cette loi. Si aujourd'hui le pouvoir en place veut redonner de la vigueur à l'institution d'Intayo Kumugina, ce serait une bonne chose. Il s'agira alors de refondre le code de l'organisation judiciaire et le code de procédure judiciaire pour trouver une place à l'Intayo Kumugina, lui donner les compétences et déterminer surtout, et c'est le plus important, qui seront qualifiés pour devenir juges au niveau d'Intayo Kumugina. Le risque est toujours la politisation de l'institution, comme on l'a observé pendant les dernières époques. Aujourd'hui, il faudrait refondre cette institution en priorisant, en mettant en avant l'intégrité des personnes appelées à juger.
que ce ne soit pas les personnes les plus fidèles au parti au pouvoir, que ce ne soit pas la militance qui soit prise en compte comme premier critère, mais plutôt l'intégrité, le sens de la justice des gens qui vont prétendre à devenir juges au niveau de l'Intahe Kumugina. Didas Kiganae était au micro de Bertrand Gendakuriyo de la radio Inzamba. C'est par ici que prend fin son mini-magazine au cœur de la société de ce 19 septembre 2020. Vous étiez avec Thierry Bigirindavi. Au revoir et bon week-end. C'était l'émission Au cœur de la société. De la EPA, c'est par ici que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi de ce samedi 19 septembre 2020. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Sans oublier Lucie Caméra, l'ingénieur Gide Numéro, qui était de l'autre côté de la cabine technique. À la présentation, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Excellente soirée chez vous. C'était le magazine comprend pour relier le Burundi en Exil et c'est toujours au pays à travers une information de qualité.